Bonjour Patrick Lemaire. Bonjour. Tu es chercheur. Voilà, alors je dirais plus que chercheur, je dirais je suis scientifique. Tu es un scientifique, mais tu fais de la recherche. Mais je fais de la recherche, comme tous les scientifiques. Très bien. Nous nous rencontrons à la Fondation des Treilles. Tu es venu faire quoi? Alors, la Fondation des Treilles, c'est cet endroit un petit peu magique qui permet d'organiser des petits colloques entre quelques collègues sur un thème généralement assez pointu, et dans ce cadre qui est assez exceptionnel. Et le sujet de ce colloque-ci, c'est comment on intègre les propriétés mécaniques du vivant de telle manière à comprendre le développement embryonnaire ou des plantes, par exemple. Alors, le cercle de la Fondation Schlumberger pour l'éducation et la recherche, en lien avec la Fondation des Treilles, a organisé un MSOP, un meeting scientifique ouvert au public, c'est-à-dire que des élèves sont venus rencontrer des chercheurs. Et je crois que ce sujet-là, c'est un sujet qui t'intéresse. Oui, ça m'intéresse parce que j'ai toujours voulu faire des sciences depuis que je suis tout petit. Mais je me rends compte que ce que l'on enseigne aux lycéens, aux collégiens ou en école primaire, c'est une science figée. On enseigne ce que l'on sait et on le présente comme c'est formidable, on sait ça et c'est figé. Mais c'est pas du tout la science, ça. La science, c'est jamais figé. Ce que l'on voit, en fait, nous, en tant que scientifiques, c'est à quel point on ne fait que des approximations de la réalité. Et ces approximations, c'est les meilleures qu'on fait, et c'est finalement très empirique. C'est par tâtonnements successifs. Et l'image que je pense la plupart des élèves ont, c'est que la science, c'est un truc qui est super rigoureux, mais ils ne se demandent jamais d'où ça vient. Comment on est arrivé à ce truc qui a l'air d'être rigoureux? Et certains disent, on est totalement sûr. Et on est totalement sûr. Et on n'est pas totalement sûr. On a un certain niveau d'approximation. C'est la meilleure approximation qu'on connaisse d'un phénomène réel. Mais très souvent, ces théories qui ont l'air d'être très compliquées, finalement, leur genèse, elle est assez simple. C'est quelqu'un qui s'est creusé la tête, alors peut-être pendant 6 mois, pour arriver à... Après avoir essayé 50 possibilités, il y en a une qui marche. Mais on ne sait pas vraiment toujours pourquoi c'est celle-là qui marche. Donc c'est remettre ce processus où il y a beaucoup de créativité. Ce n'est pas que de la rigueur. La rigueur, elle arrive après. Mais au départ, il y a toute une phase de créativité. Et c'est de montrer cette phase de créativité qui est intéressant, pour que les gens se rendent vraiment compte ce que c'est que la science. La science, c'est créativité et rigueur, mais c'est aussi créativité. Et donc, faire en sorte que des chercheurs rencontrent des lycéens. Quelque part, ça démystifie la science aussi. La science, c'est une activité humaine comme les autres. On n'est pas des extraterrestres. On met des sentiments aussi dans la manière dont on fait notre science. On met bien sûr de la passion, ça je pense que les gens le savent. Mais dans la manière de créer des concepts scientifiques, eh bien, c'est finalement, d'un certain côté, ça ressemble aux arts. Avec après un critère de rationalité qui, lui, n'est pas forcément... qui ne fait pas forcément partie du processus artistique. Alors, créativité, et ensuite processus. De filtre. Et ce processus de filtre, c'est la démarche scientifique. Et ce processus de filtre, c'est la démarche scientifique. Mais il ne faut pas oublier que la démarche scientifique, il y a aussi la créativité en amont. Et ça, il y a quelqu'un qui l'a très très bien exprimé, c'est François Jacob. Quand il parlait de la science de la nuit, c'est finalement là où jaillissent les idées. Et puis la science du jour, qui est ce filtre rigoureux de méthodes scientifiques, où quand on est dans les sciences naturelles, eh bien, il faut qu'on cherche à montrer quelles sont les limites d'une théorie. C'est-à-dire de montrer à quel point la théorie est vraie, mais aussi, surtout, à quel point elle est fausse. Et donc, c'est trouver cette limite de théorie qui est la chose importante. Mais alors, dans cette discussion qui doit s'établir, que vous souhaitez établir entre les chercheurs et la société, d'une certaine façon, il faut un petit peu déconstruire l'idée que l'on se fait de la recherche et de la science? Oui, en fait, tout le monde, quelque part, dans son quotidien, utilise une démarche scientifique. Quand vous allumez la lumière et puis l'ampoule, elle ne s'allume pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous demander, alors d'où ça vient? Alors, ça peut venir peut-être parce que mon interrupteur est cassé.
Ah ben non, ça peut peut-être venir parce que l'ampoule, elle est grillée. Mais en fait, chez les voisins, il n'y a pas de lumière non plus. Donc c'est peut-être une panne d'électricité généralisée. Ça, c'est en fait une démarche scientifique. Tout le monde l'utilise dans son quotidien. Nous, on en fait notre métier. Mais ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose que tout le monde fait. Alors, on a parlé de créativité. Est-ce que là, on ne peut pas parler d'analyse critique? Oui, bien sûr, c'est une analyse critique. Reprenons l'idée, la lumière ne s'allume pas chez vous. Eh bien, si vous entendez à ce moment-là votre conjoint qui vous dit c'est absolument, c'est sûr, c'est l'ampoule qui est grillée. Et puis vous regardez à côté, et puis vous voyez, chez les voisins, il n'y a pas de lumière. Et bien, en fait, vous avez une analyse critique de ce qu'on vient de vous dire, en vous disant non, d'un point de vue strictement logique, toutes les ampoules ne peuvent pas avoir grillé en même moment. Donc il y a une cause en amont. Et c'est ça, en fait, la chose qu'amènent les sciences, c'est justement cette analyse critique des informations que l'on reçoit. Comment est-ce qu'on les processe pour en faire quelque chose d'utile? Comment est-ce qu'on va, quelque part, débusquer les fausses nouvelles aussi? Et ça, c'est ce que la méthode scientifique va permettre d'obtenir. Alors parlons des fausses nouvelles, parlons des fake news. On en parle beaucoup aujourd'hui. Oui. Et on incrimine les réseaux sociaux, on incrimine le numérique, cause de la création de ces fake news. D'ailleurs, d'après ce que l'on sait, il y a peut-être beaucoup plus de fake news en sciences qu'il n'y en a en politique. Et on parle un peu plus des fake news concernant les informations politiques. Ouais, fake news, c'est quelque chose qui est très à la mode actuellement, ce mot. En fait, avant, probablement, ça s'appelait des rumeurs. Ces rumeurs, elles font partie de l'humanité. Donc, il y en a partout. Alors, les réseaux sociaux, ça donne quelque part un moyen de contrôler ou de propager de manière très efficace ce genre de choses. Donc, ça les rend plus dangereuses. Mais intrinsèquement, c'est quelque chose qui fait partie de notre qualité d'humain. Ce genre de choses. Les réseaux sociaux ont ça quand même d'intéressant, c'est que ça propage tout. Ça propage les rumeurs, mais ça propage aussi les choses qui sont tout à fait sérieuses. Le tout, c'est de réussir quelque part à étiqueter ça, c'est crédible, ça, c'est carrément du n'importe quoi. Mais ce que ça renforce également, c'est que pour utiliser les réseaux sociaux à bon escient, il faut que les gens soient entraînés à avoir un sens critique. À se dire, quand on lit quelque chose, oui, mais ça, est-ce que ça fait sens ou est-ce que ça a l'air d'être n'importe quoi? La Terre, elle est plate? Ouais, peut-être, mais quand même, c'est quand même bizarre. Hein. Moi, je connais ma tante, elle a fait le tour du monde en avion et puis elle est revenue au point de départ et puis ça ne marcherait pas si c'était plat. Donc, c'est avoir ce genre de raisonnement critique. Ce n'est pas forcément le bon sens. Le bon sens, il peut être trompeur. C'est vraiment avoir une méthode de raisonnement critique. Et je ne suis pas sûr toujours que ce soit ce qui soit enseigné dans l'éducation nationale. Donc, c'est important que les élèves puissent être exposés aux gens qui ont comme profession de développer cet esprit critique. Et ça, c'est les scientifiques, les chercheurs de toutes les sciences, y compris les sciences humaines. Il y a une autre particularité. Les chercheurs sont ici en meeting. Ils partagent, ils confrontent, tout à fait. Ils co-construisent. Là aussi, c'est important. Et oui, et ça, c'est la manière dont, effectivement, la science marche. La science, c'est quelque chose qui est collectif. C'est différentes personnes un peu partout sur Terre vont développer différentes théories. Et comme je disais précédemment, une théorie, elle a un domaine de validité qui peut être plus ou moins grand. Faire se confronter des gens qui ont différentes théories, ça permet finalement de raffiner jusqu'où la théorie elle est vraie, et puis à partir de quel moment il faut qu'on change de mode de pensée et en développer une autre. Et ça, c'est très important en science. En science, ce qui est vrai, ce qui est faux, quelque part, c'est un petit peu quelle est la taille du domaine de validité de ce qu'on est en train de dire. Et dans certains cas, c'est tout petit, et dans certains cas, c'est quelque chose qui tend au général. Et bien sûr, ce qu'on cherche, c'est à tendre au général. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on obtient. Alors, dernier point, après ces travaux de partage, de co-construction, de confrontation, il y aura une publication. Nous, la manière dont on marche en science, c'est on crée des petites briques. Et ces petites briques, on veut que les gens les réutilisent. Donc une petite brique, ça s'appelle une publication.
Et donc, on va mettre ça, alors, soit en accès ouvert à tous les citoyens, c'est de plus en plus ce qui se passe, soit, au contraire, dans des revues qui sont un petit peu fermées ou payantes. Mais à partir du moment où cette brique, elle est publiée, eh ben, on construit des choses les unes sur les autres. Ce genre de colloques, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent d'anticiper sur la publication de ces briques, parce qu'on sait ce que font nos collègues, et on peut s'influencer mutuellement à un moment où la brique, elle n'est pas encore complètement cuite. Quelque part, on peut changer un peu sa forme, puis après on la cuit, et puis c'est ce qui devient publié. Je vais résumer, vous allez me dire ce qu'il en est. On a parlé de créativité, on a parlé d'esprit critique, on a parlé de partage, on a parlé de publication. Ne sont-ce pas des compétences qui seraient peut-être souhaitables que nos élèves acquièrent? Ah bah ça serait probablement des compétences qui seraient souhaitables que nos élèves acquièrent. Et puis il faut voir aussi que nos élèves, dans quelques années, c'est les gens qui vont voter. Et puis dans quelques années, c'est peut-être aussi nos politiques. Actuellement, ils sont au lycée, les politiques dans 30 ans. Et si on pouvait faire prendre conscience aux gens que cet esprit critique, ça n'est pas inatteignable. Tout le monde le fait d'une certaine manière. C'est simplement quelque chose qu'il faut cultiver. Et deux, ça serait extrêmement utile, certes en sciences, mais aussi pour faire des politiques publiques qui, quelque part, sont basées sur des faits, sur une évidence, et pas simplement sur une idéologie. Merci beaucoup, Patrick Lemaire. Eh bien, merci à vous.